10 incohérences folles de One Piece expliquées. Donc je donnerai mon avis sur les dites incohérences et je donnerai mon avis sur l'explication des incohérences. Let's go. 10 incohérences de One Piece que tous les fans du manga doivent connaître. Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas d'attaquer Oda en listant tout un tas d'incohérences, mais d'expliquer pourquoi il est naturel d'avoir des incohérences dans une histoire de plus de 25 ans. Et sachez que parmi ces incohérences... Attends, je comprends pas. Ah, il va pas dire que c'est pas des incohérences. Il va dire que c'est des incohérences. Et comment ça, il va nous expliquer que c'est normal qu'il y ait des incohérences? Certaines seront spéciales. Commençons par la plus logique, qui est bien sûr Shanks au village de Fushia. Okay. Alors ce n'est pas le fait qu'il y soit une incohérence, mais plutôt son altercation avec le bandit Iguma. Je vais quand même mettre play, mais je vois où est-ce qu'il veut nous emmener, mais ça peut pas être incohérent. Shanks veut pas le gifler. C'est pas incohérent, c'est un trait de caractère. Avait manqué de respect ouvertement. Il veut pas que gifler Iguma parce que c'est comme ça qu'il agit. On l'avait insulté et y avait explosé la bouteille de rhum que le pirate lui avait gentiment tendue, avant de partir en l'insultant. Jusque là, tout est normal. Le souci, c'est qu'avec le databook Red de One Piece, où on a quelques informations sur Shanks, on apprend qu'en fait, à ce moment-là, le nom de Shanks avait fait le tour du monde, et qu'il avait une prime de 1 milliard 40 millions de berries. Je rappelle que les événements liés à Shanks à son passé par rapport à Eledia... Ah, mais après, Iguma, c'est un bandit des montagnes. Peut-être qu'il en a rien à foutre du journal, peut-être qu'il lit même pas le journal. Ça veut pas dire que le mec est forcément tombé sur la prime de Shanks. Comment c'est incohérent le truc? Sont canon, mais que les événements propres au film Red, eux, ne le sont pas. Et donc pas... Tu peux tomber sur des pirates censés être très connus et sans avoir vu leur prime, avec le nombre de primes, c'est pas... il est très Iguma, ça se voit. Non, pas pour moi, ça me paraît pas du tout incohérent. Par rapport à comment Oda a construit son univers, sur comment les informations font le tour du monde, et comment les pirates ayant une prime énorme se font très vite reconnaître, aujourd'hui c'est juste impossible qu'Iguma ne puisse pas reconnaître Shanks à ce moment-là. Surtout qu'un pirate avec un chapeau de paille et 3 cicatrices sur l'œil, ça se reconnaît. Évidemment, il y a toujours des exceptions avec des personnages qui ne sont au courant de rien, et cela est fait de façon à avoir de l'intrigue dans l'œuvre. Peut-être qu'Iguma fait partie de l'un d'entre eux et vivait dans une cave. Voilà, bah masterclass, ouais, voilà, du coup là, on a l'explication, tout à fait. Mais en tout cas, à chaque accomplissement d'un pirate, le monde entier regarde toujours les informations, même jusqu'à East Blue. Quand Luffy a eu sa prime d'1,5 milliard, quand Shiki s'est évadé d'Impel Down, ou encore quand l'exécution de Ace était annoncée. Sur cette mer, Zoro, Don Krieg, Arlong étaient déjà très connus, même Jinbe était un nom connu d'East Blue. Luffy a pas reconnu Katakuri ou Cracker, ouais, tu peux tomber sur des gens qui ont quasiment le milliard, ou qui ont le milliard, ou qui ont bien plus, sans capter quoi. Il y en a qui en ont rien à foutre du journal, il y en a qui... Ouais, Iguma, c'est un mec des montagnes d'East Blue. Bon, je pense qu'il se dit, il va pas tomber sur un mec au milliard, ou des mecs extrêmement forts qui vont venir sur East Blue, quoi, donc... Bon non, ça me paraît complètement logique le truc, donc c'est carré. En plus, si on prend en compte le fait que les duels entre Shanks et Mihawk faisaient grand bruit, alors le visage de Shanks devait être connu. Pour moi, à mon sens, cette incohérence est simplement due au fait que l'auteur n'avait pas pensé à ce moment-là à tout le passé de Shanks en détail. Et c'est normal, là on parle d'une révélation 25 ans après le début. Après, le chapitre avec Barbe Blanche qui dit qu'à l'époque il combattait Mihawk, c'était pas non plus 20 ans après le chapitre 1. Donc non, moi je pense qu'Oda il a juste continué son truc sans faire de modifications, c'était carré. Hein. De l'œuvre, je ne dis pas que... Et surtout que Shanks, le truc avec la prime, je pense que ce qui a beaucoup joué également, c'est son opposition avec le GM vis-à-vis du fruit. Parce que c'est quand même une vraie dinguerie d'avoir volé le fruit le plus recherché et tout. Alors, on n'a pas vraiment d'explication par rapport à sa prime, quoi. Je n'avais pas prévu que Shanks soit un personnage important et puissant. Je dis simplement que toute l'histoire de Shanks n'était pas établie. Et c'est surtout très drôle de voir un pirate de 8 millions Barbe Blanche contre Mihawk, qui a dit ça? Il a pas dit Barbe Blanche contre Mihawk? De berry venir flex sa prime sur un pirate en valant 1 milliard. Mais la vraie question c'est, est-ce que Iguma... La vraie question c'est, est-ce que Iguma est un Golemon? Et la réponse est oui. Je pourrais dire non, mais la réponse est oui. Ce moment-là dans la chronologie de l'œuvre, c'est incohérent. Et même le scénario où Iguma arrive à échapper à Shanks avec un écran de fumée, alors que bon, avec un Haki bien entraîné, ce n'est pas un problème. La réponse à tout cela est que l'idée de faire perdre un bras à Shanks vient de son assistant de l'époque, Takanori Asada. En effet, le Weekly Shonen Jump est un magazine où très vite les œuvres... Mon avis très honnête sur le truc de l'éditeur qui a dit à Oda le truc de Shanks et tout, pour moi, il faut bien comprendre qu'il lui a dit qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus dramatique. Il fallait que le chapitre soit beaucoup plus dramatique. Il a pas dit à Oda, il faut que Shanks perde un bras contre un monstre marin, un point c'est tout, et Oda l'a fait. Donc,
quand il y a eu la discussion entre l'éditeur et Oda, bah Oda a fait en sorte que tout colle avec son manga. Donc c'est pas juste un éditeur qui lui a dit tu fais ça, et puis c'est tout, t'as pas ton mot à dire, et puis ça devient incohérent, c'est incohérent, non. C'est Oda, il a décidé de son plein gré de faire un truc qui colle avec son manga. Je pense que beaucoup interprètent mal l'histoire avec l'éditeur, quoi. C'est pas une preuve que le manga est incohérent, parce que il y en a beaucoup qui disent oui, c'est incohérent, mais c'est parce que c'est... Non, c'est pas ça, il y a rien d'incohérent. Ou alors, si tu dis que c'est incohérent, bah tu dis Oda a fait un truc incohérent. Dans ce cas-là, faut aller au bout des choses. Mais c'est pas... c'est Oda qui a décidé de faire comme ça. Et c'est juste que le Shanks de l'époque, il avait certes une prime d'1 milliard, mais il n'était pas extrêmement puissant. C'est peut-être que pour beaucoup, il était... on parle de niveau intermédiaire, de niveau Yonko, de je sais pas quoi. Les mecs, ça existe. Des mecs qui ont des grosses primes, alors que la prime ne reflète pas du tout leur niveau. Crocodile, 2 milliards. 2 milliards, Crocodile. Hein. C'est Barbe Noire, Yonko, équipage niveau 6 d'Impel Down, 2 fruits. Il a ce niveau-là, Crocodile? Non. Mihawk, 3 milliards. Kid, Law, 3 milliards, c'est comme Luffy. Est-ce qu'ils ont le niveau de Luffy au niveau individuel? Non. Tu peux très bien avoir une prime d'1 milliard et être bien plus faible que les mecs qui ont généralement 1 milliard. C'est possible. Donc je ne connais pas le niveau de Shanks. Ce serait mentir que de dire qu'on connaît concrètement le niveau de Shanks, c'est faux. On peut pas dire ça. C'est dire qu'on le connaît factuellement, c'est un mensonge. On peut pas. Donc il peut très bien être beaucoup plus faible que les mecs qui ont 1 milliard. C'est une possibilité. Faire annuler si elle ne marque pas le lecteur. J'explique tout cela dans ma vidéo sur l'histoire de Eiichiro Oda. Ainsi, Asada a donc opté pour ce choix, et il a eu raison. Ce chapitre 1 rend le personnage Shanks beaucoup plus intéressant et intriguant. L'histoire de Chapeau de Paille est beaucoup plus émouvante, et le lecteur attend impatiemment les retrouvailles entre Shanks et Luffy. Ouais, Robin. Quasiment 1 milliard, effectivement. Effectivement. Alors on me dira, oui, mais Robin peut lire les poneglyphes, oui. Shanks a volé le fruit le plus recherché par le GM. Donc oui, effectivement, pour Robin, t'aurais cette explication, et ben on peut en avoir une pour Shanks. Voilà, tout est là. Donc Shanks peut très bien être bien plus faible qu'un commandant à l'époque. C'est une possibilité. Peut-être pas, peut-être qu'il est beaucoup plus fort, peut-être qu'il a le niveau. Bon, beaucoup plus fort, c'est compliqué. Ça me paraît quand même compliqué à justifier. Mais c'est une possibilité. Donc après coup, c'est vrai que c'est incohérent, mais si ça a permis à One Piece de devenir un des meilleurs shonen du monde, tant mieux. Sinon, en vérité, Yasop aurait pu abattre le monstre marin à distance, et voilà, c'est réglé. Mais bon, celui-là qu'on a besoin de lui, il est jamais là. Faut demander à Usopp. Mais ce n'est qu'une incohérence parmi tant d'autres. Il y en a encore d'autres très surprenantes. Et sachez que les numéros spéciaux sont en fait... Tout ça pour chier sur Mihawk, non. Ah non, non, là je suis en train de parler de l'incohérence. Ah non, faut arrêter de croire que tout ce que je fais, c'est pour chier sur l'horrible Mid. L'horrible Mid, je lui chie dessus par passion, parce que j'aime beaucoup ça, parce que avant tout, j'aime rire, mais il y a 1001 façons de chier sur Mid. J'ai pas besoin de Shanks de l'époque pour chier sur Mid. J'ai besoin d'énumérer tout ce qui fait que je chie ouvertement sur Mid depuis tout ce temps. Je n'ai pas besoin. Maintenant, quoi qu'il arrive, si vous voulez parler de Mihawk, le monstre marin a un meilleur palmarès contre Shanks que Mihawk. Ose me dire que c'est faux. C'est une réalité. Perçus comme tels par la communauté, mais qui en fait n'en sont pas. Et pourtant, on peut les voir plein de fois être cités sur des forums, dans des vidéos YouTube, ou dans des débats enflammés sur Twitter. Attention, hein, ce n'est pas un clash contre quiconque, je veux juste qu'on arrête de... Mais chie-leur dessus, le philosophe, t'as raison, il faut leur chier dessus. Dire qu'Oda fait des erreurs, parce qu'une Non, Oda ne fait pas d'erreur, le philosophe, arrête de dire de la merde. Dans un manga, je rigole, le mec trop agressif. Arrête de dire n'importe quoi, on défendra Oda jusqu'au bout. Quand un fait n'est pas cohérent... Oui, tu as le droit de leur chier dessus, mais pas en disant qu'Oda dit n'importe quoi. Les codes de l'univers conçus par l'auteur... Je rigole, ça va, je rigole. L'histoire... Enfin, je rigole pas sur Oda, non, non, non. Les erreurs soi-disant commises par Oda, montrez-les-moi. Je pourrais valider si effectivement c'est factuel, sinon, ah non. Ce type d'incohérence. À quand en live avec lui? Bah avec le frérot le philosophe, j'en ai déjà fait un. J'en ai déjà fait un il y a environ 1 an. On avait parlé un petit peu de théorie, Onigashima, on a parlé un peu de tout. C'est mon frérot, hein, le philosophe, hein. C'est la famille. Mais ouais, j'en ai déjà fait un. Peut-être qu'après je pourrais le réinviter. Ça peut être sympa en vrai d'en refaire un. Les incohérences sont souvent celles qui le deviennent a posteriori parce que l'histoire évolue et le temps ne peut pas penser à tout. En tout cas, quoi qu'il arrive, la plus grande incohérence aujourd'hui est que tu ne sois toujours pas abonné à Luphilosophe. Donc si tu aimes mes vidéos et que tu fais partie des 80% de mes spectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu peux laisser un pouce... Attends quoi, c'est ton frère? La logique de Golemont. C'est un petit geste, mais qui change vraiment tout pour moi. Sans plus tarder, découvrons les prochaines incohérences. Cap... C'était violent quand même le coup de la prime. Shanks a dû avoir une prime d'1 milliard à cause du vol. Et pas à cause de son palmarès. Bah oui, mon frérot. C'est ça que je te dis, une fois que tu remets les choses en perspective, tu comprends qu'il y a des...
Tu comprends que One Piece, c'est pas parce que une majorité pense quelque chose que c'est vrai, parce qu'une majorité pense que il a une prime d'1 milliard, donc il a forcément un intermédiaire ou niveau premier commandant. Non, 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 non. Il y a d'autres... bien sûr, il n'existe qu'une vérité, mais tant qu'on ne la connaît pas factuellement, faut laisser toutes les autres portes ouvertes, et voilà, quand on regarde par rapport à Robin, exemple parfait, prime d'1 milliard a-t-elle ce niveau-là? La réponse est non. Ce que je dis là, c'est factuel. C'est comme quand je parle de la prime de Mihawk. Ok, 3 milliards, ok, comme Kidelo. Ont-ils le niveau Yonko de Luffy? Non. Enfin, c'est pour ça que c'est indébunkable. Un fait comme ça, tu peux pas le débunker, c'est une réalité. Vers l'arc, Alabasta est une des plus grosses fautes professionnelles commises dans One Piece, car il faut parler de Vivi Nefertari, la princesse d'Alabasta qui, pour sauver son pays et défaire les imposteurs voulant s'emparer de son royaume, a adopté l'identité de Mist Wednesday au sein du Baroque Works afin de les infiltrer et tenter de comprendre qui était l'ennemi qui causait du souci dans ce royaume. Jusque-là, tout se tient, alors qu'est-ce qui, à mon sens, est de l'ordre de l'incohérence? Évidemment, comment le Baroque Works a mis autant de temps avant de comprendre sa vraie identité? Pensez-y. Ça on l'avait vu je crois. Par rapport aux incohérences, pareil, on avait dit que le Baroque Works c'est des golemons. Donc parfois ça va pas très loin. Parfois les mecs c'est des golemons. Ils sont bêtes. Parce que là, on me dira, oui, mais non, tu défends l'indéfendable. Alors, un truc aussi évident, c'est en même temps que le début d'arc, tout est là, quoi. Il n'y a pas eu 1000 chapitres entre les deux. Enfin, à moins que l'auteur soit complètement con, excusez-moi du terme, une incohérence, il faut quand même un peu de temps entre les deux. Là, il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux. Donc là, si vraiment c'est une incohérence, c'est complètement stupide, là. Enfin, c'est complètement faux, c'est une dinguerie. Maintenant, après, c'est mon avis. Si pour vous, c'est une incohérence, hein. Crocodile, le chef du Baroque Works, est obsédé par la prise de contrôle d'Alabasta. Il a des infos sur la famille royale, sur l'armée rebelle, sur l'existence d'un poneglyphe. Il sait même que le Après, regardez Superman, hein. Lunettes, Clark Kent, il les retire, Superman. Hein. Alors est-ce que tous les habitants de la Terre sont complètement cons? Peut-être, hein. C'est une possibilité. Dans ce cas-là, dites-le. Dites que tous les habitants de la Terre sont cons et on pourra avancer. Hein. poneglyphe de ce royaume est lié à l'arme antique. Le mec, il enlève ses lunettes, il met un slibard sur son pantalon. Ça y est, personne ne le remarque. Ah oui. Ceux qui disent oui, mais les mecs, vous êtes dedans, si. Vous dites oui, tout le monde, tous les êtres humains sont bêtes, d'accord, mais vous êtes bêtes aussi, alors les frérots. Vous êtes dedans. Comment ça, oui? Mais c'est une question rhétorique, ça veut dire non. Mais non, les mecs, non mais vous êtes sérieux là ou quoi? Non mais franchement, j'ai posé la question pour que vous dites non. Ils disent oui. Non, sérieusement. Works possède un tas de données sur le royaume d'Alabasta. Par contre, il laisse la princesse du royaume qu'il convoite infiltrer son réseau de criminels. Ok, soyons sérieux une seule seconde. L'auteur a fait sous-entendre que Robin et Crocodile savaient, mais qu'ils ont volontairement fait exprès de se faire prendre en filature, tout simplement car cela les amusait. Sauf que ça colle pas du tout avec le personnage. Même dans le récent chapitre 1100, ça colle pas du tout avec le personnage. Est-ce qu'on peut dire que ça colle pas du tout avec le personnage alors que l'auteur qui a créé le personnage dit que ça colle avec le personnage? Je sais pas. Chacun aura son avis là-dessus. C'est Oda qui a créé le personnage. S'il veut que ça colle, ça colle. Bon. On voit à quel point il est méticuleux lorsqu'il demande à Robin d'éliminer un bateau qui avait vu un navire de Dance Powder, la substance à l'origine du conflit d'Alabasta. Et puis même, parmi tous les chasseurs de primes de Whiskey Peak... Ouais, c'est ça. C'est comme les mecs avec Superman. Il a juste à retirer ses lunettes. Il remarque pas que c'est lui. Bah oui, c'est comme ça. Personne n'a pu faire le lien entre ces deux personnages. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance à regarder par rapport à notre monde à nous. Dans notre monde à nous, on se dit, hop, c'est la même personne. Bah, dans le monde de One Piece, si tu changes de coupe, bah, on te reconnaît pas. C'est peut-être aussi simple que ça. Maintenant, ça peut paraître bête, hein. Écoutez, allez dire ça aux mecs qui font les comics, hein. Allez chier sur Superman, ou alors avec Batman. Il y a plein de moments où tu peux dire, oh, les mecs, normalement, tu remarques. Eh ben non, tu remarques pas. Eh ben oui, c'est comme ça, hein. Surtout qu'en même temps que Miss Wednesday apparaît, la princesse d'Alabasta vient de disparaître. Et une fille aux cheveux bleus, c'est pas commun. Ouais, mais après, tu sais, dans le monde de One Piece, il y a tellement de gens bizarres. Il y a des cheveux de toutes les couleurs, et toutes les tailles, toutes les formes. Il y en a qui ont des bouches bizarres, il y en a qui ont des grosses lèvres. Et des lèvres, on dirait des bateaux, leurs lèvres, carrément. Il y en a qui ont des coupes bizarres, qui s'habillent bizarrement. Il y en a qui sont à poil carrément tout le temps, ça dérange personne. C'est comme ça, hein. C'est pas notre monde à nous.
Et c'est pour ça que Mr. Five appelle cela une faute grave. En vérité, le fait que le Baroque Works géré par Crocodile et Nico Robin ont volontairement laissé Vivi intégrer leur organisation, ce qui au passage a totalement foiré un plan qu'ils avaient prévu depuis plus de 10 ans, est juste un prétexte trouvé par l'auteur. Parce que le tweet... Non mais dans ce cas-là, ça veut dire que dès le début de l'histoire, Oda savait que c'était une incohérence, mais il a continué. C'est pas dans le genre d'Oda, vous me l'accorderez. Oda, c'est pas le genre de mec à dire c'est une incohérence, mais je vais quand même le faire. C'est pas Oda, ça. Oda, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas une incohérence, ça. Et qu'à l'origine, Miss Wednesday n'était pas censée être Vivi. Oda lui-même a révélé dans le 21e logbook que l'idée de cette double identité lui est venue très tard, uniquement après avoir dessiné Vivi les cheveux détachés pour la première fois. L'auteur a trouvé qu'elle avait un look de princesse, et a donc décidé de faire de l'agente du Baroque Works la princesse d'Alabasta. Non, ce n'est pas de Bah là voilà la raison alors. l'improvisation, c'est de l'art. C'est là qu'on touche à la magie d'Oda, car même si encore... une fois, on peut trouver cela incohérent, cela s'est transformé en une des intrigues majeures et une des plus captivantes de la série. Le bâtard, il a dit c'est de l'art. Personnellement, moi, la saga Alabasta, Ah bah voilà, donc c'est de l'impro alors. c'est la saga qui a fait de One Piece mon manga préféré. On a voyagé aux côtés de Vivi, de Whis- Donc ça veut dire qu'à la base, elle était pas du tout dedans. Et après, quand il a dessiné, il a vu qu'elle avait un look de princesse. Il s'est dit, ah, ça peut être sympa. Mais je vais faire passer les mecs du Baroque Works pour des Golemons. Ouais, bah écoutez, c'est son choix. Ouais, donc c'est ça. Donc du coup, il s'est dit, je vais en profiter pour faire d'elle la princesse. Et je vais faire passer les mecs du Baroque Works pour des cons. Ouais, bah écoutez, c'est un choix plutôt drôle. Bah, il a chié sur toute une organisation. Bon, après, vous me direz, ils ont pas des têtes de vainqueurs non plus, hein. Crocodile a pas recruté des flèches, hein, donc... Whiskey Peak, C'est à comme Little ça. Garden, Drum, Nanohana, Yuba, Alubarna. On s'est lié à elle, on s'est investi dans son combat pour sauver son pays. Cela a enrichi l'histoire en donnant une profondeur inattendue à son personnage. Et croyez-moi, si Minswede et Vivi n'avaient pas été... D'accord, deux mais perso- dans ce cas-là, ça veut dire que Oda, dès qu'il s'est dit « Je vais faire d'elle une princesse alors qu'à la base, c'était pas censé être une princesse », je sais que c'est incohérent, mais je vais quand même le faire. Ça paraît bizarre, parce qu'en fait, en termes de délai, ça colle encore plus avec ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, quand je disais qu'il n'y a pas eu un grand laps de temps, là c'est encore pire. Donc ça veut dire qu'il savait que c'est une incohérence, mais il l'a quand même fait. Oh non, c'est bizarre quand même. personnages différents, on ne se sentirait pas autant investi dans les histoires de Nefertari d'Ilili et de sa fuite actuelle. Alors oui, du point de vue logistique, ça ne tient pas la route de risquer un plan d'une dizaine d'années par amusement, mais en termes de narration, c'est un coup de maître. Mais Alabasta a aussi été le théâtre d'une scène qui est aujourd'hui considérée comme une incohérence. Car on ouvre un vieux moment de One Piece qui aujourd'hui est souvent reconnu comme une incohérence par la plupart des fans.